Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans cette édition. La journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre. À cette occasion s'est déroulée la traditionnelle vente aux enchères au profit de l'association Fight-Aids Monaco. À la veille de la journée internationale du handicap, des professionnels ont participé à une campagne de sensibilisation dans les écoles. Des élèves de Monaco font partie du jury des enfants lors du festival de court-métrage Le Temps Presse. Laure Actuel-Becker et Nita Kir exposent leurs œuvres à l'agence entièrement rénovée du CFM. Et enfin, nous reviendrons sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Emmanuel Krivine avec le soliste Renaud Capuçon. Le 1er décembre correspond, comme chaque année, à la journée mondiale de lutte contre le sida. En principauté, vous le savez, ce combat a lieu tout au long de l'année à travers les différentes actions menées par Fight-Aids Monaco. Une vente aux enchères au profit de l'association vient d'avoir lieu, nous l'avons suivi. Reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. La présidente de Fight-Aids Monaco, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, entourée de nombreux artistes. Une fois encore, cette vente aux enchères était placée sous le signe de la générosité, car les sommes récoltées, 339 000 € cette année, permettent de financer les actions de l'association au fil des mois. Générosité également donc du côté des artistes de renommée internationale ou émergents et des galeristes qui offrent une œuvre pour cette soirée. Une soirée placée aussi sous le signe de l'optimisme. On commence à penser et à croire que la fin de l'épidémie sida est possible. Et la fin de l'épidémie sida est possible à l'horizon 2030, à condition qu'en 2020, on arrive à ce qu'on appelle le triple 90, c'est-à-dire 90% de l'ensemble des patients séropositifs dépistés, 90% des patients dépistés traités et 90% des patients traités contrôlés. Ce qui fait à peu près 80% des patients séropositifs traités et contrôlés. Et si on arrive à ce chiffre-là en 2020, en 2030, mathématiquement, l'épidémie s'éteindra. Mais vous le disiez, il ne faut pas pour autant éviter d'avoir recours au préservatif. Le préservatif, ça reste encore et toujours le vaccin. Et le préservatif, ça reste au jour d'aujourd'hui le meilleur des traitements préventifs chez les personnes qui ont des comportements à risque. Armand, Sosno, Mornar, Mr. Wenties, voici entre autres bien sûr quelques noms d'artistes. Parmi les œuvres aux enchères, des tableaux, des sculptures et des photographies à l'image de celle-ci signée Lucien Clergue, adjugée 30 000 €, ou celle de Jordan Metter, partie à 13 000 €, ce Grayscale hip-hop adjugé à plus de 15 000 €, ou encore cette photographie très estivale de Jean-Daniel Lorieux qui a trouvé acheteur pour 13 000 €. Le photographe avait dans les années 80 travaillé sur le clip de Comme un ouragan. Je dois dire que pour la princesse Stéphanie, j'ai une immense admiration et une amitié, et il est tout à fait normal que chaque fois que je le puisse, en souvenir, cette image a été faite à l'île Maurice pour Vogue. Vous voyez, c'est aussi les souvenirs de Stéphanie. Et je dois dire de voir la générosité des personnes qui aident tout pour le sida, ça me fait un immense plaisir. Je trouve que la princesse Stéphanie, d'avoir eu ce mouvement merveilleux, est un grand bonheur pour nous tous. Les sommes récoltées vont ainsi permettre à Fight-Aids Monaco de soutenir et d'accompagner les personnes vivant au quotidien avec le VIH-Sida à travers de nombreuses actions et à travers, bien sûr, la maison de vie située à Carpentras qui apporte du réconfort à tous ces pensionnaires temporaires. Et au cours de cette vente aux enchères, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, a pu compter sur le soutien de son fils, Louis Ducruet, de son neveu, Pierre Casiraghi, et son épouse, Béatrice. Et une autre journée internationale, celle du handicap. À la veille de cette journée, des professionnels se sont rendus à l'école de la Condamine pour expliquer aux enfants ce qu'est le handicap. Reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Plus de 1 milliard de personnes dans le monde présentent un handicap, dont 95 millions d'enfants. Il est donc essentiel d'expliquer aux petits que le handicap n'est pas une maladie, mais la conséquence d'une maladie, que cela n'est pas contagieux et qu'il faut respecter et ne pas exclure les personnes handicapées. Je crois que c'est dès le premier âge qu'il est nécessaire de leur expliquer quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les handicapés, que ce soit des handicapés jeunes, des enfants ou bien des adultes. Le concept et la problématique de l'handicap peut toucher tout le monde et les enfants doivent savoir se positionner très tôt pour mieux comprendre et mieux aider ces personnes. Moteur, sensoriel, psychique, mental ou polyhandicap, les différentes invalidités ont été présentées à des enfants de CE1.
Très réceptifs, les écoliers ont posé de nombreuses questions avant de participer par petits groupes à des ateliers. Une manière de permettre aux petits de se glisser dans la peau d'un enfant souffrant d'un handicap et de faire face aux mêmes difficultés que lui. Tu es installé? La sécurité maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève. On les tire. Ensuite, on va essayer de sortir. Tu vas essayer de sensibiliser. Alors, si tu veux avancer, il faut que tu pousses les roues. Et si tu veux tourner, il faut que tu pousses juste une roue. Tu en coinces une et tu pousses juste l'autre. Oui, mais là, ça va être un petit peu la galère. Avec Benjamin... Est-ce que c'est facile du coup de se déplacer quand on ne peut pas marcher et quand on est dans un fauteuil? Difficile? Oui. Alors, essaye de faire un demi-tour, comme ça tu vas voir. Avec une roue. Qu'est-ce que c'est qui était difficile? De tourner et d'ouvrir la porte parce qu'il fallait se pencher. Tu m'expliques ce que tu fais? En fait, je suis en train de toucher dans des trous et je dois dire combien il y a de trous sans regarder, juste avec les mains. Là, on fait un petit atelier en fait pour essayer de sentir ce que ça fait sans la vue. Donc apprendre à reconnaître, à utiliser le toucher pour compenser en fait la vue. Juste se mettre 30 secondes à la place de quelqu'un qui est malvoyant. Concernant cette journée du handicap, je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'ils sachent que ça existe, que c'est fréquent, que ça n'est pas contagieux. On l'a entendu tout à l'heure, hein, ça suscite beaucoup de questions. On a choisi des enfants, on les a choisis petits parce que c'est à cet âge-là qu'on est probablement le plus sensible à des discours d'éducation, d'information. Et puis ces enfants petits, ce seront les adultes de demain et on espère comme ça que on aura plus de tolérance, plus d'ouverture d'esprit. On va essayer de leur expliquer aussi comment se positionner par rapport à une personne en situation de handicap. Alors le positionnement il est difficile parce que c'est un juste positionnement. Il ne faut pas être dans le misérabilisme, il faut être dans l'empathie, dans la bienveillance, dans l'aide, mais sans être non plus en excès parce que l'idée n'est pas de faire à la place, hein, l'idée est d'accompagner et d'être ouvert au point de vue esprit. La Journée internationale des personnes handicapées a lieu tous les 3 décembre depuis 23 ans maintenant. Cette année, l'accent sera mis sur l'accès des personnes handicapées et les solutions mises en place prochainement. Une opération qui nous invite à modifier le regard que nous pouvons parfois porter sur les personnes handicapées. 2000 enfants de Monaco, de France et de pays africains participent au festival de court-métrage Le Temps Presse. Ils font partie du jury du prix des enfants. Les élèves de Monaco ont visionné ces courts-métrages au Théâtre des Variétés pour désigner le lauréat. Un reportage de Dominique Poulain. Ces enfants sont scolarisés à Djoum, une ville située dans le sud du Cameroun, avec d'autres élèves du Burundi, de Madagascar, du Sénégal, du Maroc, de France et de Monaco. Ils font partie du jury du prix des enfants au festival de court-métrage Le Temps Presse. Au total, ils sont 2000 enfants. À Monaco, ce sont 230 élèves de CM1 et CM2 qui participent à ce festival. Ils sont scolarisés à l'école de Fontvieille, des Révoirs et de Saint-Charles. Le Temps passe est un festival destiné à sensibiliser ces enfants aux objectifs de développement durable des Nations Unies à travers 6 petits films. Ce jour-là, les 9 classes de CM1 et CM2 de la Principauté se retrouvent au Théâtre des Variétés pour visionner les courts-métrages. Mais avant la projection, un échange sous forme de questions-réponses s'instaure entre les élèves et la coopération internationale du gouvernement princier sur les objectifs du millénaire pour le développement. Objectifs qui sont réduire la pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes, réduire la mortalité infantile, combattre les maladies ou encore préserver l'environnement. C'est assez rare d'avoir un art comme le cinéma qui arrive à se mettre à ce point-là au service de la solidarité internationale. Et pour des enfants qui sont des éponges à cet âge-là, c'est idéal. Et à chaque fois, c'est le même succès et les mêmes questions. Vous avez vu à quel point les enfants sont demandeurs, ont des idées, sont choqués, sont révoltés. C'est exactement le but recherché. C'est pour éveiller les consciences, c'est de la sensibilisation
au moment où ils peuvent encore former leur cerveau et leur pensée, leur cœur à ce type de problématique, parce qu'ils vivront demain dans un monde bien plus abîmé que le nôtre. Après cet échange, la projection commence. 6 courts-métrages réalisés par de jeunes réalisateurs du monde entier, des films d'animation, mais aussi des films plus traditionnels. Ils évoquent les thématiques du développement, c'est-à-dire l'éducation, la pauvreté, l'environnement et l'égalité homme-femme. À la fin de chaque film, les élèves remplissent un questionnaire. Ils doivent dire s'ils ont aimé ou pas le film et s'ils ont compris le message. Des points sont attribués à chaque court-métrage. J'ai bien aimé aussi le premier, avec la petite abeille bleue. J'ai compris que, c'était pas... En fait, c'est une petite abeille qui, elle avait le rhume et elle a été rejetée de sa ruche parce qu'elle faisait des bêtises quand elle éternuait. Et un jour, elle a trouvé de l'eau, c'est comme du miel bleu. Et elle l'emmène et ils ont trop mangé avec le roi et après ils sont devenus malades parce qu'ils ont mangé quelque chose qui n'était pas de leur façon de manger. Ça parlait qu'il y avait un monsieur qui était riche et qui voyait que il y avait un berger qui était un peu pauvre, et le monsieur lui a demandé s'il devinait quelque chose, s'il voulait bien lui donner une chèvre. Et il a dit oui, et après il lui a redemandé quelque chose et la chèvre elle est revenue au berger. Elles étaient rigolotes, les abeilles. Et puis le message il était facile à comprendre. C'était quoi le message pour toi ? Il ne faut pas polluer parce qu'après les abeilles, les abeilles et tous les animaux qui butinent, elles butinent notre pollution. Quel est le film que tu as préféré toi ? C'était Paradis. Pour quelle raison tu as aimé ce film ? Parce que pour moi c'était un peu émouvant, donc j'ai pleuré parce que je suis un peu sensible. Donc moi je trouve que les graphismes c'était très mignon et aussi je l'ai aimé parce que ça montre bien qu'il ne faut pas détruire voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette matinée ? C'est intéressant, c'est intéressant ? Oui, c'est intéressant. Ça me permet aussi de savoir ce qui se passe un peu dans les autres pays du monde. Et oui, c'est intéressant. Tu as appris des choses ? Oui. Le berger. Pourquoi tu as aimé ce film ? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a essayé de l'arnaquer et il a quand même réussi à... Et il ne s'est pas fait arnaquer. On sait déjà que les élèves de Madagascar ont préféré Sidiki, le charretier de Koya, un film qui parle du travail des enfants, et que les élèves du Cameroun, eux, ont préféré Djekabara, la rencontre entre un berger malien et un consultant français qui amène à s'indigner des rapports Nord-Sud. Le temps presse existe depuis 2011. Le gouvernement princier, au travers de la direction de la coopération internationale, soutient ce festival depuis sa création. La principauté, par son souverain d'abord, est extrêmement sensible aux questions de changement climatique, d'environnement, de protection de la faune, de la flore, des zones risquant de disparaître, des espèces menacées, etc. Et bien sûr, par sa coopération internationale, sa stratégie de coopération, elle est extrêmement sensible au sort des plus démunis dans les pays du monde qui n'ont pas la chance de notre propre pays. On a 50 ONG de solidarité internationale sur un territoire aussi restreint. Je crois qu'au niveau mondial, c'est le ratio chaque habitant est le plus solidaire du monde quand on compare le nombre d'associations et de solidarité et le nombre d'habitants. La remise des prix se tiendra le 15 décembre au Grimaldi Forum en présence de nombreuses personnalités du cinéma et du développement. Le réalisateur qui obtiendra le plus de points se verra remettre une caméra. C'est une première, l'agence entièrement rénovée du CFM sur le port se transforme en un lieu d'exposition. Laure Actuel-Becker et Nita Kir y présentent leurs peintures et sculptures. Patricia Navarro nous fait découvrir leur travail sur des images signées Sylvain Pérouban. L'une est aussi brune que l'autre est blonde. Elles sont mère et fille. Et cela faisait déjà bien longtemps que Laure Actuel-Becker et sa maman Nita Kir souhaitaient monter une exposition commune. Leur travail est très différent, mais elles ont pour point commun de se nourrir l'une et l'autre de leur complicité et de leur amour pour l'art. Laure Actuel présente ici des toiles qui ne sont pas sans faire penser à des techniques tout droit venues d'Australie. C'est un clin d'œil aux artistes aborigènes, parce que je suis partie vraiment
an en Australie, j'ai eu la chance de travailler avec des artistes aborigènes qui m'ont appris, c'est un grand mot, mais qui m'ont transmis leur façon de travailler à plat et avec du pointillisme. Et en rentrant en France, j'ai décidé d'utiliser cette influence, mais avec la matière qui me touche, moi, c'est l'huile. Tout mon travail est toujours à l'huile, même quand je ne travaille pas avec cette technique des pics de couleurs. C'est de l'huile 3D en fait. Je travaille aussi au pinceau ou au couteau, mais c'est toujours avec de l'huile. Donc j'ai inventé un instrument qui me permet de tirer l'huile. Donc chaque pic est unique, il est fait à la main. Donc c'est des heures et des heures de travail, il faut bien l'avouer. Laure Hatchell-Becker est spécialisée dans la peinture, alors que Nita Kerr est une artiste pluridisciplinaire. Depuis quelques années, elle s'épanouit pleinement dans la sculpture. Je ne suis beaucoup moins structurée que Laure. Et néanmoins, j'ai voulu tourner autour de quelque chose et j'ai un peu abandonné la peinture, pas totalement, pour aller à la sculpture. Car la sculpture, au fond, pour moi, c'est plus vivant. Et puis c'est tactile. Et je crois qu'en vieillissant, j'ai besoin de cet aspect manuel, tactile, beaucoup plus qu'intellectuel. Je crois que c'est un travail que j'ai compris quand j'ai travaillé avec les schizophrènes. Car j'ai travaillé en atelier à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, et on les approchait, on leur faisait comprendre, sans mots, mais comprendre leur douleur qu'ils transmettaient dans la terre. Et à partir de là, j'ai compris que nous tous, nous devrions travailler la terre pour exprimer quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes. Cette exposition est une première pour le CFM. L'agence bancaire du port ayant été entièrement rénovée récemment, elle dispose désormais de ce très bel espace qu'elle souhaite mettre à la disposition des artistes locaux innovants. Comme c'est un espace qui méritait d'être utilisé et que nous sommes déjà leaders en principauté au niveau de la banque et nous participons beaucoup à tout ce qui est soutien de l'art, il m'a paru évident de lancer. Alors vous avez raison de dire que c'est surprenant parce que c'est une nouveauté. Et donc on commence maintenant une série, je dirais, d'expositions qu'on appelle l'art, clin d'œil à l'art at a glance. Donc ça ne va pas être la dernière et on a un espace privilégié pour ce faire. Et cette exposition va également permettre de financer les actions de l'AMAD mondiale, puisque Laure Hatchell-Becker et sa maman, Nita Kerr, ont souhaité que les fonds récoltés à la vente des deux œuvres que vous découvrez à l'image soient entièrement reversés à l'Association mondiale des Amis de l'enfance. Culture toujours, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo était dirigé par Emmanuel Krivine avec le soliste de renommée internationale, le violoniste Renaud Capuçon. L'orchestre a terminé ce concert par la symphonie fantastique qui ce soir-là portait bien son nom. Reportage de José Sacré. Quel concert magnifique en effet que ce concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 29 novembre à l'Auditorium Régnier 3. Le violoniste Renaud Capuçon a livré une performance instrumentale remarquable dans le concerto pour violon de Félix Mendelssohn sous la direction d'Emmanuel Krivine. C'est un bonheur d'être là, j'adore l'orchestre, je viens assez régulièrement depuis une vingtaine d'années, quinzaine d'années. Et de retrouver Emmanuel Krivine aussi, qui est un ami depuis pareil une vingtaine d'années, c'est toujours... alors on se voit tous les ans et demi, et on se retrouve sur scène et on partage, on parle aussi avant et après, mais sur scène on se raconte vraiment des choses et je pense que ça s'est senti. En fait, plus j'avance et plus je trouve que c'est difficile parce qu'il y a justement on me dit souvent maintenant ce concerto tu l'as joué 200 fois, c'est bon, t'as pas besoin de travailler. Et au contraire, il y a une exigence supplémentaire. Je pense que nous, au-delà du public, on développe, on a une sorte d'acuité différente, on a un besoin de perfection qui est toujours plus grand et donc c'est de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il faut pas simplement
plaire, il faut vraiment il faut convaincre, et puis il faut être différent à chaque fois. Mais c'est aussi le bonheur de faire de la musique et d'être sur scène. C'est une vraie mission, une vraie responsabilité. Emmanuel Krivine, vous êtes chef d'orchestre et violoniste. Alors, quand un violoniste joue avec vous, ça doit être plus difficile pour lui parce que finalement, il est jugé par un autre violoniste. Non, il n'est pas jugé, non. Ah non, il n'est pas jugé, non. Moi, j'écoute la musique, je ne suis pas là pour juger. Non. D'ailleurs, les chefs ne sont pas là pour juger, normalement. Ils sont là pour diriger, c'est-à-dire donner une impulsion. Ils sont là pour conduire la musique. Ce sont des fécondateurs et des accoucheurs en même temps. À la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Emmanuel Krivine a véritablement redonné vie à la symphonie fantastique de Berlioz, une œuvre souvent jouée, mais toujours différemment. J'espère bien que je ne suis pas standardisé, oui, sinon on va crever aussi bête qu'on est né. On passe tout de suite à la météo avant de se quitter. Jeudi, du soleil partiellement caché par quelques nuages, les températures correspondent à un milieu d'automne de 11 à 18 degrés. Vendredi, une journée ensoleillée et des températures toujours supérieures au normal de 11 à 17 degrés. Samedi, le soleil sera plus hésitant, caché par quelques nuages, sans détérioration du temps, compté de 12 à 16 degrés. Et enfin dimanche, du beau temps, des nuages discrets, des températures assez douces de 11 à 17 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes 100% Made in Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo.